Australie. Oh non, pas encore! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mes vlogs sur mon voyage en Australie effectué à l'été 2017. Donc lors du voyage aller, nous avons déjà fait escale à Dubaï, dont nous n'avons vu en gros que le terminal aéroportuaire, il faut être très clair. Cependant, l'arrivée de nuit était déjà assez incroyable, même si j'ai pas pu vous réaliser d'images valables parce que je n'avais que mon smartphone à portée de main à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que quand on est arrivé de nuit, déjà il y avait des lueurs au milieu du désert et au milieu de nulle part, qui étaient en fait les flamèches des champs gaziers et des champs de pétrole qui étaient un petit peu à certains endroits. Et donc déjà ça c'est assez impressionnant et vraiment assez incroyable à voir. Et après quand on est arrivé sur Dubaï, vous avez la mer en fait, la baie, et vous avez plein de bateaux qui faisaient aussi des points lumineux sur une mer qui était donc totalement noire, il y avait quasiment pas de lune à ce moment-là en fait, et donc on se retrouve avec ces points lumineux sur une eau qui semble vouloir les absorber complètement. C'était assez surréaliste, c'était vraiment très sympa, et ce avant même d'apercevoir la ville et ses lumières, puisque la ville est vraiment hyper active, y compris de nuit, et donc est très lumineuse de nuit. Après cette première escale à Dubaï, on reprend en avion et pendant le vol, on va assister donc au lever du soleil quelque part entre la péninsule arabique et au-dessus de l'océan Indien. Des très belles couleurs, un temps magnifique, très peu de nuages, donc on voyait l'océan en fait en dessous, etc. C'était vraiment superbe. Là encore, j'ai pas pu vous faire de photos puisque je n'avais encore que mon smartphone à portée de main. Mais franchement, c'était vraiment très très sympa et ça donnait déjà envie de partir et vraiment d'aller vers cette aventure. Et ça a atténué un petit peu le temps de vol qu'on avait, puisque mine de rien, le vol jusqu'en Australie est extrêmement long. Atterrissage vers 20h heure locale, après 24 heures de vol et d'escale, les pieds complètement gonflés par l'absence de mouvement. Et dès le premier contact avec la terre australienne, déjà c'est extrêmement agréable. Le policier aux frontières est souriant, nous demande notre programme, nous donne des conseils en rapport avec notre programme touristique. Donc déjà là on est à 10 millions d'années avec ce qu'on a pu connaître quand moi je suis allé à San Francisco par exemple, où la fille elle était limite terrorisante, hyper froide, hyper agressive presque à la police des frontières. Et même ce qu'on peut connaître en France où très régulièrement ils disent à peine bonjour quand ils vous contrôlent vos passeports, ils tirent la tronche, etc. Là voilà, on sent que le gars il est content d'être là, il est agréable, etc. Et on sent vraiment les bienvenus en terre australienne. Et ça franchement c'est déjà super sympa en soi. On va donc à notre hôtel et on tombe littéralement de fatigue. Le décalage horaire c'est comme s'il n'existait pas. Là on est tellement mort qu'en gros on arrive à l'hôtel, on tombe direct. On est donc début juillet. Et c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Donc à ces latitudes il n'est pas rare de faire un bon feu. Les patinoires extérieures sont également de sortie en ville, et c'est la ville que nous allons donc commencer par arpenter ce premier jour, un peu au hasard de nos pas. La ville allie des bâtiments plutôt anciens, avec des choses assez modernes, qui peuvent être parfois extrêmement proches, et faire des plans qui se succèdent comme ça, où on voit en fait la montée de l'ancien au moderne avec la prise de hauteur des bâtiments. Donc on peut voir un sacré contraste entre ces bâtiments, alors même que la ville n'a été fondée que relativement récemment par rapport à notre histoire européenne, puisque les premiers colons sont arrivés en 1835. Il y a de nombreuses œuvres d'art urbain un petit peu partout, qui semblent d'ailleurs plutôt bien tolérées, puisqu'on va croiser dans une rue des graffeurs qui effectuent leur travail en plein jour à certains endroits, avec du matériel photographique, du matériel de film, etc. Et ça semble choquer personne. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouvera un petit peu plus tard, vous le verrez, dans d'autres villes. Donc si vous visitez Melbourne, vous allez pouvoir profiter de l'architecture néogothique de la cathédrale Saint-Patrick qui a été construite en 1858. C'est le siège de l'archidiocèse catholique de Melbourne, et ce qui fait son originalité, ce sont surtout les pierres noires qui constituent sa structure et lui donnent un look vraiment très particulier. L'intérieur est superbement décoré, donc c'est vraiment pas mal non plus à regarder. Moi, je la préfère à la cathédrale Saint-Paul, qui est beaucoup plus classique, qui est d'ailleurs le siège donc du diocèse anglican pour sa part, parce que la cathédrale Saint-Paul, elle est dans une pierre plus habituelle en fait, et les décorations sont un peu plus standards, un peu plus dans ce qu'on a l'habitude de voir nous en France en fait, alors que là vraiment la cathédrale Saint-Patrick elle offre un spectacle assez déroutant. Le vieux tram est assez magnifique en son genre aussi, plutôt typique. Il ceinture la ville et la ville nous propose ce qu'elles appellent une free
tram zone, afin de nous y déplacer gratuitement et facilement. Donc surtout si vous allez à Melbourne, n'hésitez pas à en profiter. Ça peut grandement améliorer votre vitesse de déplacement dans la ville et vous permettre comme ça de découvrir le plus de choses possible en un minimum de temps. Il y a également un tour en bus touristique qui est possible, qui dure un petit peu plus d'1 heure et qui lui aussi est gratuit, ce qui est relativement rare sur des villes plutôt de taille importante, et Melbourne étant la 2e ville du pays, et elle est quand même d'une taille importante. Vous pourrez ainsi vous rendre par exemple très facilement à la bibliothèque Victoria, qui est assez magnifique dans son genre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque c'est une bibliothèque vraiment incroyable en termes d'architecture. Vous pourrez également vous rendre au Parlement de l'État de Victoria, qui, bien qu'il soit le plus petit État du pays, contenant la 2e plus grande ville du pays, est relativement grand. Vous profiterez également de la façade assez originale de la National Gallery of Victoria, et vous pourrez aussi avoir une superbe vue sur le quartier d'affaires depuis les rives extrêmement bien aménagées du fleuve Yarra qui traverse la ville. Et de certains points de vue, vous pouvez y apercevoir très au loin le stade de cricket, qui est quand même assez massif, assez impressionnant. Vous pouvez aussi y voir le pic métallique qui caractérise la salle de concert emblématique de la ville, en plus donc de ce quartier d'affaires qui est relativement bien visible et qui se décroche pas mal du reste de la ville. Et si vous vous rendez au sud de la ville, vous allez pouvoir profiter depuis la marina d'une assez jolie vue aussi, qui donne vraiment une impression de vue sur la mer alors qu'on est encore assez enclavé quand même à cet endroit-là. Avec un très joli pont qui ferme la marina, une architecture assez travaillée et assez moderne. Vous allez aussi pouvoir profiter de la vue assez reculée de l'Etihad Stadium, qui est donc le stade de football australien de la ville. Et d'ailleurs, nous, on a eu l'occasion en fait d'assister à la sortie d'un match de football australien, qui est le stade donnant en plus sur une immense zone piétonne qui permet en fait de revenir soit vers le centre de la ville, soit vers la gare, pour ensuite desservir toutes les banlieues alentours. Et c'est assez incroyable de voir cette marée humaine sortir comme ça, avec les gens aux couleurs de leur équipe, festifs, souriants, voilà. Très très bonne ambiance visiblement, pas du tout de choses qui dégénèrent, et ça franchement c'était assez marrant aussi à voir. Et entre les gros points d'intérêt de la ville, vous allez avoir pas mal de sculptures, de points d'intérêt de ce genre-là, qui vont vous permettre de passer le temps et de voir des petites choses sympas si vous parcourez la ville, qui a l'air d'être vraiment une ville très très riche et qui nous a en tout cas à nous beaucoup plu et qui nous a permis de très très largement remplir notre première journée d'arrivée. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller voir The Block, qui est un gros bâtiment assez ancien avec un style assez particulier et qui propose donc une architecture vraiment spécifique qui peut être intéressant. Et quand vous y allez, en fait, c'est une galerie marchande un petit peu, mais voilà, une galerie marchande qui n'est pas moderne, qui n'est pas une construction en béton récente. Si vous aimez les fast-foods, je vous conseille également de tester les Hungry Jacks, qui sont une chaîne de fast-food que l'on n'a pas du tout chez nous en France, et qui, pour le coup, moi, m'ont beaucoup plu. En fait, ils ont des recettes assez sympas, avec des goûts un petit peu originaux, et ça peut mériter de les tester si vous êtes amateur de ce genre de cuisine. De même, si vous voyez des panneaux qui reprennent le nom d'un justicier masqué bien connu, sachez qu'en fait, c'est parce que c'est John Batman qui a été le premier occidental à explorer cette zone de l'Australie, qui avait été auparavant foulée uniquement par le peuple aborigène, donc le peuple local ancestral. La ville est vraiment à taille humaine, très clairement, et en une journée, vous pouvez faire largement le tour et vous imprégner de son atmosphère. Moi, je pense qu'à mon sens, il n'y a pas besoin de rester plus d'une journée sur Melbourne même. Il n'est pas nécessaire de prévoir 2 ou 3 jours pour explorer la ville, sauf si vous êtes vraiment amateur de musées, de choses comme ça, et que vous êtes capable de passer une journée complète dans des musées. Mais si c'est juste pour voir la ville en elle-même, son architecture et se balader à l'intérieur, vous aurez fait le tour en une journée. En termes d'astuces aussi, sachez qu'en Australie, le niveau de vie est plutôt élevé, et qu'une excursion ou un restaurant devient vite très cher. Donc si vous voulez pouvoir faire vos courses et acheter des choses sur place pour réduire un peu votre budget vacances, vous avez les Woolworths et les Coles, qui sont les 2 grosses chaînes de supermarchés, c'est nos Carrefour et Auchan à nous, on va dire, mais ils ont visiblement moins de marques, parce que nous on a Leclerc, on a Super U, on a Intermarché, des choses comme ça. Eux, franchement, vous avez Woolworths et Coles en gros. Vous n'avez pas d'autres très grosses chaînes de ce qu'on a pu nous en voir en tout cas. Et ça vous permettre de faire des achats alimentaires avec des prix plutôt acceptables. Après, si vous êtes dans des zones un petit peu plus reculées en banlieue, ou que vous voulez passer par de la petite supérette pour pas retourner dans le gros centre commercial du coin, c'est les IGA que vous allez trouver le plus souvent. Mais les tarifs sont bien évidemment un peu plus élevés, c'est le principe de ces petits points de vente, là ça fonctionne comme chez nous. Notez également que si vous passez à la caisse avec un humain, puisqu'il y a énormément de caisses automatiques là-bas, c'est lui qui va ranger vos courses dans les sacs.
Donc c'est une façon comme une autre de préserver certains emplois, même si donc, comme je vous le disais, il y a énormément de caisses automatiques. Là où chez nous, vous avez 3-4 caisses automatiques, eux, ils peuvent avoir une rangée de 20 ou de 40 caisses automatiques à la sortie d'un magasin, ça choque personne. Donc bon voilà, le maintien des emplois, peut-être pas forcément non plus. Et donc en termes d'expérience culinaire sur place, pour ce premier jour, nous on a testé le Byblos, qui était un restaurant libanais au bord du fleuve Yara, donc qui offre une assez jolie vue dans un cadre vraiment sympa. La cuisine est de qualité, le service était vraiment sympathique et bah voilà, si éventuellement vous avez l'occasion d'aller sur Melbourne, le Byblos, ça peut être une bonne adresse à tester. Autre info importante qui peut vous aider dans le début de votre voyage, c'est pour payer en carte bleue, car les choix que vous allez voir ne vous sembleront pas forcément logiques avec votre raisonnement français. En effet, il va falloir que vous choisissiez chèque qui correspond en fait au paiement par le débit de votre compte chèque. Et donc, quand on veut payer par carte, appuyer sur chèque, c'est pas forcément logique. Si vous choisissez crédit ou saving, de toute façon, vous avez 99% de chances qu'en fait la carte soit refusée, parce que le crédit, c'est pour payer en fait avec votre réserve de crédit, mais qui ne marche généralement qu'en France en fait. Et le saving, c'est pour aller chercher sur un autre compte que votre compte principal. Donc il faut que vous soyez sur une banque australienne qui soit interconnectée au système de paiement australien par lequel vous passez pour que ça puisse fonctionner. Pareil pour les distributeurs de billets, il faudra choisir chèque aussi. Donc voilà, ça peut être un peu déroutant. Nous en tout cas, on a eu ce souci pour dès le retour de l'aéroport le premier soir pour payer notre taxi, où on a dû s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à trouver le moyen de retirer de l'espèce, puisqu'on a essayé plusieurs fois le paiement et que ça n'a pas marché. Autre astuce, en caisse, on risque de vous demander any cash out. Alors nous, avec notre connaissance du pays lors de ce voyage, on était vraiment des débutants en australien, on va dire. On répondait que simplement que on allait payer par carte. Sauf qu'en fait, ils avaient bien compris qu'on allait payer par carte, mais chez eux, la question c'est de savoir si vous voulez aussi faire un retrait d'espèces en même temps que vous faites vos courses. Parce que dans ce cas-là, en fait, si par exemple vous en avez pour $52, vous avez besoin de retirer $20, et ils vont vous facturer $72, ils vont pas vous prendre de frais pour le retrait, et dans votre paiement global, en fait, ils vont vous prendre votre paiement et vous rendre $20 en cash pour que vous ayez de l'espèce sur vous et que vous n'ayez pas à repasser par un distributeur. Et donc ça, en tant que touriste, ça peut être super intéressant pour réduire vos frais, parce que ça veut dire que si vous avez une banque qui vous propose en fait les paiements sans frais en devise, et là ça va passer dans les paiements et pas dans les retraits, et vous allez pouvoir récupérer du liquide de cette façon-là pour pouvoir avoir du cash en main pour les excursions ou les choses qui ne peuvent pas se payer par carte que vous auriez prévu de faire. Et ça peut être quand même assez pratique également. Dernière petite chose pour bien démarrer votre voyage en Australie, sachez que tout ce qui est alcool et tabac est hyper cher et hyper taxé en Australie. C'est-à-dire que la moindre bouteille d'alcool va vous coûter une vingtaine d'euros grand minimum, et ça va être vraiment de l'alcool de base. Et le paquet de clopes est autour de 13-14 euros pour les moins chers. Enfin, si vous voulez acheter de l'alcool ou du tabac, sachez que ça sert à rien de le chercher dans les grandes surfaces et qui n'ont pas de bureau de tabac. En fait, c'est dans les grands magasins, le tabac est en vente éventuellement à l'accueil, et encore pas toujours. Et tout ce qui va être alcool, c'est des magasins dédiés, donc il va falloir que vous cherchiez les néons marqués Liquors, L-I-Q-U-O-R-S. Et ces magasins-là sont souvent assez facilement reconnaissables déjà parce qu'il y a des gros néons pour bien les localiser, puisque ils se doutent bien que en gros les gens qui veulent acheter de l'alcool vont pas pouvoir en trouver donc dans le grand magasin du coin. Et donc il faut qu'ils soient bien distinctement visibles. Et aussi ils sont remarquables parce qu'il y a toujours un vigile ou un gars de la police locale qui est devant pour contrôler l'identité de ceux qui rentrent. Et si vous faites un petit peu jeune sur vous ou quoi que ce soit, vous allez devoir montrer patte blanche et vous allez devoir montrer une pièce d'identité pour avoir le droit de rentrer et d'acheter dans ce magasin. Et donc souvent ces magasins d'alcool vendent aussi du tabac. Le lendemain matin, on se lève assez tôt. Pour ma part, le décalage horaire commence à se faire sentir, et cette deuxième nuit a été beaucoup moins bonne que la précédente. J'ai dormi environ 3 heures en seulement 4 fois, d'après mon petit bracelet, mon Mi Band, ce qui fait que je suis quand même déjà assez claqué, parce que les 24 heures de voyage précédents, plus seulement une première nuit pour s'en remettre, je sens que la fatigue se fait sentir. On a prévu une excursion d'une journée en minibus pour découvrir la Great Ocean Road. C'est la route côtière emblématique qui longe le Pacifique et qui est proche donc de Melbourne. Comme il faut à peu près 2h30 de route depuis Melbourne pour rallier la Great Ocean Road, on doit partir relativement tôt et on a un point de rendez-vous qui est un petit peu plus loin que l'hôtel, à 7h. On attend au point de rendez-vous. Et on a un minibus logoté par le prestataire qui doit nous emmener ce jour-là, qui nous passe devant sans s'arrêter. Et là, clairement, on commence à flipper, on se dit « Putain, il nous a pas vu, on aurait dû lui faire un signe, etc. » On n'a pas percuté.
On vient de rater notre excursion, donc on commence à essayer d'appeler, et nos tentatives d'appel n'aboutissent pas, ou alors personne ne décroche. Donc les premières, c'est parce qu'on faisait pas la bonne numérotation à l'international depuis le forfait qu'on avait pour pouvoir appeler, et ensuite, même quand ça sonne, il y a personne qui décroche, visiblement parce que le magasin en lui-même n'est pas ouvert aussitôt le matin. Heureusement, avec 20 minutes de retard, on n'avait pas bougé et on a bien fait. Le vrai minibus qui devait nous prendre en charge arrive enfin, et donc en fait le précédent qui était passé, il allait chercher d'autres gens à d'autres endroits de la ville. Donc plus de peur que de mal, mais donc sachez que si vous avez ce genre d'excursion de prévu, idéalement restez quand même bien au point où vous êtes, parce que globalement en termes d'organisation, les Australiens sont plutôt carrés, et même s'ils sont un petit peu en retard, au final vous allez, en étant au bon endroit, avoir à un moment ou à un autre quelqu'un qui va venir vous prendre en charge. Donc sur la route, clairement dodo, mais par intermittence, ce qui fait qu'on découvre les premiers paysages vraiment dépaysants d'Australie, puisque la faune et la flore y sont totalement spécifiques. En effet, on estime qu'environ 80% de la faune et de la flore sont totalement endémiques à l'Australie, ce qui fait que il faut pas vraiment longtemps pour se sentir ailleurs, et réellement ailleurs. C'est pas comme si vous partiez, je sais pas moi, au Canada par exemple, et que vous aviez à peu près les mêmes essences, à peu près les mêmes oiseaux. Là, vous avez vraiment des choses totalement différentes, et en plus, cette terre rouge, vraiment très caractéristique, qui est visible à peu près partout dans le pays, contribue énormément à ce dépaysement. Cependant, il faut bien savoir quand même qu'avec la colonisation de ce pays continent et l'importation d'espèces externes à l'écosystème qui était jusque-là relativement stable et épargné, il y a de nombreuses espèces uniques et rares qui sont déjà éteintes ou qui sont en très forte menace d'extinction. Donc la richesse de cet écosystème est littéralement menacée, et on pourra sans doute bientôt plus apprécier toute cette richesse écologique en se rendant en Australie, parce qu'il y a beaucoup d'espèces importées qui sont en train de détruire les espèces locales. Donc la Great Ocean Road en elle-même, elle est effectivement magnifique si vous aimez les bords de mer. On y a vu nos premiers koalas, ainsi que de nombreuses espèces d'oiseaux, des perruches aussi, des choses comme ça, qu'on n'a pas forcément l'occasion de croiser beaucoup dans nos latitudes. Le point d'arrêt de Capotway pour déjeuner offrait une vue absolument superbe. Il y a un phare en plus, donc vous pouvez monter gratuitement dans le phare pour avoir une vue encore plus impressionnante en termes de hauteur. Je voulais vous faire mon premier vol au drone à ce moment-là, sauf que Laetitia a pensé qu'il fallait demander l'autorisation. Et malheureusement, quand on veut droner, c'est un fait quasi avéré, dans une très grosse majorité de cas, si on demande, on nous refuse le droit de vol. Donc il faut en fait se donner et s'arroger l'autorisation, en étant bien sûr pas idiot, c'est-à-dire qu'on s'écarte des foules, on s'écarte des bâtiments, on va pas aller survoler des zones où il y a des avions, des hélicos qui passent à bas niveau pour risquer des accidents. Mais voilà, si vous voulez voler au drone, sachez-le en tout cas, vous avez 99% de risque de devoir voler en toute illégalité, avec donc tout ce que cela comporte comme risque en termes d'amende, d'arrestation, de confiscation de matériel, etc. D'où l'importance d'être vraiment hyper rigoureux dans ce que vous faites dans votre vol, et de ne surtout pas voler n'importe comment et au-dessus de n'importe qui, pas aller vous amuser à faire peur aux autres touristes, etc. Voilà, essayez toujours de vous excentrer un peu pour faire vos prises de vue. Normalement, ça devrait bien se passer, en tout cas c'est comme ça que ça s'est relativement et même très bien passé pendant ce voyage pour moi. Après le repas, donc on reprend la route, direction les Lockhart Gorge. Alors c'est pas très facile à dire, et les 12 Apostles. Les calanques des Lockhart Gorge sont absolument superbes, et les formations des 12 Apostles sont assez impressionnantes, puisque en fait c'est des gros blocs en fait de calcaire qui sont au milieu de l'eau, qui sont façonnés par l'eau, par les embruns, par les vagues, et qui sortent ça et là, et c'est assez sympa comme constitution géologique à voir, et ça mérite effectivement le détour. Dans ces calanques et ces 12 Apostles, là je vais me permettre de lancer le drone, malgré les petits panneaux qui disent là encore interdiction de vol du drone. On était en hiver, c'était la saison relativement creuse, il n'y avait pas beaucoup de monde. En s'excentrant un petit peu, on pouvait facilement se trouver un lieu de décollage et d'atterrissage qui soit éloigné des gens, et ensuite le survol se faisait au-dessus de l'eau essentiellement, au-dessus de la mer, donc pas là où il y avait des gens et où c'était risqué. Et pour le coup, il y avait quelques hélicoptères qui tournaient pour faire des visites touristiques et des tours touristiques, mais ils étaient relativement haut, pour pas dire assez haut, et il passait très au large quand même du coin où on était. Donc en ayant une zone de vol extrêmement restreinte de quelques centaines de mètres et à relativement basse altitude, ça permettait de faire un petit vol tranquille, sans risquer l'accident, sans gêner les quelques autres touristes qui étaient présents, et de pouvoir faire quelques images.
Cependant, à partir du moment où le vol est fait en scred, forcément, il peut pas durer très longtemps, parce que plus vous allez voler longtemps, plus vous allez prendre le risque de vous faire choper. Donc vous ne pourrez sans doute pas travailler finement et proprement vos plans. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai fait un vol, j'ai fait un tour, je me suis posé, j'ai rangé pour éviter tout risque de confiscation du matériel. Et donc, de toute façon, même si vous voulez voler longtemps, avec une excursion organisée comme celle qu'on avait choisie, vous aurez des temps de pause qui sont extrêmement courts sur chaque point de vue, parce qu'il y a beaucoup de temps de route et de déplacement pour pouvoir tenir sur une journée. Donc de toute façon, si vous comptez voler, il va falloir que vous déployiez et que vous reployiez votre drone assez vite, parce que vous allez des fois avoir un quart d'heure de pause à un endroit, et en gros le circuit à suivre pour pouvoir tout voir fait en gros un quart d'heure de marche, et donc si vous prenez 10 minutes de vol, soit vous faites le circuit au pas de course, soit vous en ratez une partie. Donc voilà, va quand même falloir être assez rapide dans votre navigation, dans vos prises de vue. Ce sera d'ailleurs notre principal regret de cette journée, c'est cette situation et cette sensation qui fait qu'on a eu l'impression vraiment de courir tout le temps, sauf au moment du repas. De ne pas pouvoir profiter de tous les spectacles que nos yeux avides avaient vraiment envie de savourer plus longuement. Donc notre conseil, si vous voulez faire la Great Ocean Road et que vous souhaitez en profiter un maximum, alors déjà c'est de le faire sur 2 jours et pas une journée, comme ça vous pourrez aller un petit peu plus loin que ceux où on a été et pouvoir prendre le temps de revenir également en dormant éventuellement à l'autre bout puis en faisant la route du retour dans l'autre sens. Et également de le faire en louant votre propre voiture plutôt que de le faire en minibus. Cette location de voiture vous donnera le loisir de vous arrêter où vous voulez, quand vous voulez, le temps que vous voulez. Et si vous partez un peu plus tôt que ce qu'on est parti et que vous acceptez de rentrer un peu plus tard que ce qu'on est rentré en plus, éventuellement ça peut tenir sur une journée tout en profitant quand même des moments de pause, etc. pour faire des belles prises de vue, des belles photos et en profiter au maximum puisque l'endroit est vraiment superbe. En rentrant le soir, j'allume quand même un petit coup Pokémon Go, faut pas déconner, on est en Australie, il y a le Kangourex à choper, et j'arrive à choper mon premier Kangourex et même mon deuxième Kangourex qui me permet de le valider dans mon Pokédex en full legit. Donc voilà, ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur Pokémon Go et qui savent que je joue à Pokémon Go, voilà, j'ai pu avoir mon Kangourex sans tricher puisque pour l'instant mon compte est full legit. Et donc ensuite on rentre à l'hôtel parce qu'on est quand même crevé entre le décalage horaire, la fatigue, la grosse journée qu'on vient de se faire avec pas mal d'heures de route. On a quand même un sommeil qui est bien mérité et on doit prendre l'avion dès le lendemain pour pouvoir rallier notre deuxième point de rendez-vous qui sera l'objet donc de notre deuxième épisode de vlog sur l'Australie. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Comme d'habitude, pensez au clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo, mais donc aussi voyages qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.